Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer la défaite totale de la France le 10 mai 1940 face à l'armée allemande qui lance son offensive à l'ouest. En quelques semaines, les soldats français sont balayés et le pays se résout à signer l'armistice. Comment l'une des meilleures armées du monde est-elle arrivée à ce point-là? Avant l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, il y a eu celui du 17 juin. Ce jour-là, le maréchal Pétain demande aux Français de cesser le combat face à l'ennemi allemand. Quelques jours plus tard, l'armistice signé clôtura la bataille de France, débutée seulement 6 semaines plus tôt. De force égale numériquement, l'armée française est pourtant défaite par une armée adverse mieux préparée et mieux organisée à la guerre moderne. Vous voulez en savoir plus sur la défaite de la France? Venez avec moi. Après plusieurs mois de drôle de guerre, l'armée allemande attaque finalement les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, puis la France. À partir du 10 mai 1940, en moins de 15 jours, le pays est envahi par le Nord. L'armée française, pourtant à l'époque l'une des plus puissantes au monde, ne peut pas tenir. C'est la débâcle totale. Et le 22 juin 1940, le gouvernement de Philippe Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne. L'armée française de 1939-1940 est assimilée à la peu glorieuse drôle de guerre, à la défaite militaire de mai-juin et, comme vous le savez, au naufrage politique de la France. Dans la mémoire collective française, elle incarne l'une des plus grandes défaites militaires de la France. L'idée selon laquelle l'armée était mal préparée, peu motivée, mal équipée, face à une Wehrmacht bien préparée et invincible, est une légende construite par Vichy, mais entretenue aujourd'hui, mais loin d'être totalement fausse. Il est mieux d'avouer sa défaite face à une armée plus forte que plus faible. Car oui, vous l'avez deviné, malgré les lacunes et les difficultés, l'armée française possède les moyens, le matériel et 5 millions d'hommes, plus qu'en 1914, pour se battre en 1939. Les budgets consacrés aux armées, qui ne cessent d'augmenter depuis le milieu des années 30, ont permis de rééquiper l'armée de l'air, de motoriser l'armée de terre, d'achever la ligne Maginot, une ligne fortifiée sur les frontières est de la France, et de construire au prix d'un effort considérable une flotte puissante. Avec l'armée britannique, l'armée française possède un avantage incontestable sur l'armée allemande. Le haut commandement ne reste pas inactif non plus avant la guerre. Il planifie, définit une doctrine qui imagine la guerre, comme en 1918, offensive à objectif limité, champ de bataille préparé, front continu et puissance de feu pour briser le mouvement de l'adversaire. Mais vous l'avez deviné, cette vision est celle de la défaite. Chose que l'armée allemande a évolué dans ses concepts, qui ne sont plus ceux de 1918. Cette armée a laissé l'image d'une armée peu courageuse, peu combative. Il est vrai que certains chefs n'ont pas su réagir, que certaines unités, peu aguerries pendant la drôle de guerre, ont paniqué et se sont débandés. Cependant, le bilan des pertes de la campagne de France nous montre combien les combats ont été rudes. On est loin de l'image véhiculée par le film La 7e compagnie. Aujourd'hui, les dernières recherches montrent qu'environ 60 000 soldats français ont été tués entre mai et juin 1940. De son côté, l'armée allemande perd 30% de ses chars et avions pendant la campagne. Ces pertes humaines sont estimées à 27 000 tués et disparus en juin et 21 000 en mai. Ainsi, il y a vraisemblablement plus de soldats allemands et français tués ou disparus en 1940 qu'au Chemin des Dames en 1917. Mais comme toujours, vous le savez très bien, les combats pendant la campagne de France ne sont pas homogènes et ils dépendent du terrain, de l'état de la troupe, des hommes, du commandement, de l'armement, etc.
Il y a eu des épisodes glorieux, comme la mise en échec de l'armée italienne sur le front des Alpes en juin 1940. Sans être véritablement des succès, quelques combats ont également donné du fil à retordre à la Wehrmacht. À Stone, dans les Ardennes par exemple, du 15 au 27 mai, les Français tentent de faire pression sur le flanc de l'offensive allemande après la percée de Sedan. Le village est pris et repris au moins 17 fois, mais les Français ne parviennent pas à percer. Toutefois, les fantassins et tankistes français infligent aux Allemands, pour qui Stone devient le Verdun de 1940, des pertes en hommes et en matériel considérables. On peut penser également au combat livré à Bouchain dans le Nord pendant la bataille de l'Escaut. Les fantassins du 45e régiment d'infanterie empêchent les Allemands de franchir le canal de l'Escaut entre le 21 et le 26 mai et retardent ainsi la progression de la Wehrmacht vers le nord. Enfin, le cas des 6 divisions d'infanterie de la première armée est aussi intéressant. Ne pouvant pas se dégager, ces 6 divisions sont encerclées à Lille et livrent un combat retardateur jusqu'au 1er juin, contribuant ainsi au sursis donné aux troupes anglo-françaises quittant Dunkerque. Enfin, il ne faut pas oublier les faits d'armes et les combats pour l'honneur, comme ceux livrés par les Safis de la Horgne le 15 mai 1940 ou les fameux cadets de Saumur-sur-la-Loire du 18 au 20 juin 1940. Pendant la campagne de France, les Allemands prennent des risques. Ils concentrent leurs chars dans les Ardennes, sur un terrain difficile entre la ligne Maginot et le corps principal de l'armée française au nord. Puis, alors que l'armée française part à la rencontre du groupe d'armées allemand qui a pénétré en Belgique, les divisions blindées allemandes percent dans les Ardennes. Elles encerclent les forces alliées dans un immense coup de faux jusqu'à la Manche, avant de les détruire et d'attaquer en direction du sud. Comme vous l'avez deviné, c'est l'effondrement total de l'armée française. Depuis 1945, 1001 causes ont été avancées pour expliquer cette défaite, allant des ponts sur la Meuse aux institutions de la Troisième République, en passant par la ligne Maginot elle-même. Les raisons de la défaite ne sont pas industrielles, techniques ou même démographiques. On l'a vu. L'armée française possède des hommes, du matériel et de l'armement en nombre et en qualité. Son moral est bon en 1939, même si la période de la drôle de guerre contribue à l'affaiblir fortement. Les raisons de cette défaite sont d'abord intellectuelles et doctrinales. Le commandement ne parvient pas à penser la guerre moderne, enfermé dans les concepts de 14-18. Focalisé sur les enseignements de la Première Guerre mondiale, l'état-major français est incapable de s'adapter aux nouvelles formes de la guerre. La défaite de la France est totale. En ce qui concerne la ligne Maginot, l'armée allemande ne l'attaque pas frontalement, mais elle la contourne, dans un premier temps pour réaliser sa percée vers l'ouest. L'issue de la guerre ne se joue pas devant la ligne Maginot, mais devant les plaines du nord de la France. Puis en juin, quelques tronçons de cette ligne fortifiée sont le théâtre de combat avant la redirection. Globalement, cette défaite a profondément marqué la France. L'armée de la libération de 1944-1945 est créée avec des hommes venant des rangs de l'armée de 39-40, de l'armée d'armistice, de l'Empire, de la France libre, de la Résistance. Comme on l'a vu, pour les cadres militaires, c'est une véritable tragédie, collective, mais aussi individuelle. Les officiers doivent en effet accepter cette défaite. On mesure le désarroi, le sentiment d'humiliation qui s'empare de ces hommes, alors que s'impose à eux la cruelle constatation d'avoir échoué dans la finalité de leur vocation en comparaison aux hommes de 1914-1918. Au déchirement d'un orgueil professionnel blessé, s'ajoute la souffrance d'un patriotisme violé, le goût amer de l'aveu d'impuissance. Impuissance douloureusement ressentie lorsque le 22 juin 1940, devant le célèbre wagon de Rotonde, Adolf Hitler esquisse un pas de danse qui trahit une joie intense.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.